Cette semaine a été bleue, a été rouge et a été rose. Ah, et la semaine a aussi été un peu jaune. Ouais, un petit peu jaune. Pour commencer la semaine, le 1er et le 2 mai s'est déroulée la FATE, la F8, la F8, qui est la conférence annuelle des développeurs de Facebook. Il avait été déjà annoncé il y a quelques semaines qu'ils n'allaient pas, comme c'était prévu à l'origine, profiter de cet événement pour annoncer la sortie de leur propre assistant vocal de domicile, un petit peu comme un Google Home, ou surtout, d'après les rumeurs, ça devait plutôt ressembler à un Amazon Echo. Vu l'ambiance du moment après le pataquès de Cambridge Analytica, c'était évidemment pas le bon moment pour annoncer qu'ils allaient proposer à la vente un appareil supplémentaire pour vous écouter chez vous. Non, pas le moment. Connaissant ce contexte, à votre avis, qu'est-ce que Zuckerberg a annoncé ? Alors, je passe les infos sur Messenger, les infos sur Instagram et les infos sur WhatsApp. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, et ça, il était temps que Facebook s'y mette, c'est qu'ils ont lancé un nouveau service qui allait s'appeler de façon très créative Dating et qui allait proposer aux célibataires, alors selon Zuckerberg, il y a 200 millions de célibataires, en tout cas inscrits comme célibataires sur le site. En s'inscrivant sur Dating, les utilisateurs créeront un profil séparé de leur profil habituel. Un profil qui ne reprendra que le prénom, mais qui utilisera les amitiés en commun, les événements auxquels vous vous rendez, la géolocalisation et évidemment toutes les infos que l'utilisateur remplira concernant sa recherche romantique et qui permettront de faire des rencontres durables. Parce qu'à Facebook, attention, on parle de rencontres durables. On ne parle pas de plan cul. Now this is going to be for building real long-term relationships, all right, not just hookups. J'adore la photo qui a été utilisée par Zuck pour présenter son application, parce qu'on a l'impression qu'aux États-Unis, la rencontre, c'est une affaire de famille. Donc je récapitule. Cambridge Analytica. Zuckerberg se fait recevoir par le Congrès. Zuckerberg dit à un journaliste de Wired cette semaine qu'il faudra 3 ans pour réparer Facebook. Et Zuckerberg annonce qu'il va avoir besoin d'encore plus de données personnelles pour vous aider à rencontrer l'âme sœur. D'un autre côté, on ne peut que comprendre Zuckerberg qui est entre le marteau et l'enclume, puisque d'un côté, il doit continuer à développer Facebook qui, mine de rien, a son business model qui repose entièrement sur la vente et l'utilisation, la valorisation de nos données, et de l'autre, les promesses qu'il a faites de réparer sa boîte et d'assurer en toute transparence une protection maximum de nos données. En gros, le gars, il doit continuer à nager avec des haltères aux pieds. On va voir combien de temps ça va durer. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'aux États-Unis, depuis 2010, depuis le Dodd-Frank Act, qui est destiné à apporter plus de transparence et de responsabilisation dans le système financier pour cesser les rachats de dettes par l'État américain, il est obligatoire chaque année que les entreprises cotées publient non seulement la rémunération de leurs dirigeants, mais également le salaire moyen de leur masse salariale et le rapport entre ce salaire moyen et le salaire de leurs dirigeants. Si je vous en parle cette semaine, c'est que les entreprises dont l'exercice fiscal s'achevait le 31 décembre 2017 avaient jusqu'à lundi dernier pour publier leurs chiffres. Et voilà ce que l'on a appris. D'abord qu'à PayPal, avec un salaire annuel moyen de 60 000 $ et son dirigeant Dan Schulman, qui a été payé, bonus compris, plus de 16 millions de dollars, ça représente un rapport de 1 à 274. En d'autres mots, ça veut dire qu'un salarié qui touche 60 000 $ par an aura besoin de 274 années pour toucher le salaire de son PDG. eBay est au rapport de 1 pour 144, Netflix est au rapport de 1 pour 133, Amazon, surprise, est au rapport de 1 sur 59. Je répète, les dividendes ne sont pas pris en compte, sinon évidemment, si on prenait la fortune de Bezos, qui est estimée à 35 milliards de dollars, ça donnerait un rapport de 1 à 1 200 000, quelque chose comme ça, à la louche. Arrêtons-nous un instant sur Facebook, où le ratio est de 1 à 37 entre le salaire annuel moyen des salariés de Facebook et la paye, bonus compris, de Zuckerberg. Alors, ce chiffre paraît peu par rapport aux chiffres que je vous ai annoncés jusqu'ici, pourtant il y a 2 choses étranges.
La première, c'est que le salaire annuel moyen donc des salariés de Facebook est de 240 000 $. J'ai bien dit 240 000 $. Autre chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que le salaire net de Zuckerberg l'année dernière, en tout cas pour 2017, a été de 1 $. Alors, comment ça se fait? C'est pas 37 $, les salaires, c'est 240 000. Bien, en fait, tout simplement que si on récupère la compensation qui a été donnée à Zuckerberg, eh bien, cette compensation pèse 8,8 millions de $, dans lesquels sont compris ses frais de déplacement. Puisque je ne sais pas si vous connaissez l'histoire que chaque année, Zuckerberg publie sur Facebook son challenge annuel et que le challenge annuel de Zuckerberg de 2017, c'était de rencontrer des gens dans les 50 États américains. Pour terminer avec la liste d'entreprises de la tech, la lanterne rouge, mais bon là pour le coup dans ce classement, les derniers sont les premiers, est Alphabet avec son CEO Larry Page qui a un rapport proche de 0. La raison étant que Larry Page, compensation compris, a été payé 1 $ en 2017. L'idée qu'il y a derrière cette politique est de faire du name and shame pour montrer du doigt et donc responsabiliser les mauvais acteurs économiques, mais également, et là on arrive à la transparence, pour donner une indication aux salariés pour savoir s'ils sont payés comme la moyenne de leurs collègues, en dessous ou au-dessus. Maintenant, à ma grande surprise, il semble que cette politique fonctionne. Prenons quelques chiffres. En 2014, les 1600 entreprises qui étaient concernées par le Dodd-Frank Act avaient un rapport de 1 à 300 entre le salaire annuel moyen des salariés et celui du patron. En 2016, il était de 271 et les analystes prévoient que pour 2017, le rapport sera de 1 pour 150. Cette semaine, j'ai eu la chance d'être reçu par Julien Dargues, le CEO et fondateur de InterviewApp, le créateur des Startup Weekend Tour, de Palo Alto Tour, et qui nous propose la visite de son dernier projet, le HQ Tour. Je crois qu'il aime bien sa ville de Tours. Bonjour Julien, comment vas-tu? Ça va? Ouais, très bien. Où est-ce que tu nous reçois aujourd'hui? On est au HQ à Tours. C'est un tiers-lieu numérique avec un espace de co-meeting et de coworking. On y va, je vous fais la visite. Alors rappelle-moi ton activité, à part gérer le HQ Tour. Alors moi j'ai créé en 2010 InterviewApp, qui est une plateforme qui permet de faire des entretiens vidéo automatisés. Donc on aide les recruteurs à optimiser leur process de recrutement. Et donc depuis 8 ans, voilà, la boîte s'est pas mal développée. On est toujours resté à Tours. Et puis à un moment j'ai eu envie de construire un lieu comme ça. Mais je vais vous montrer. Donc là on est sur l'espace café, qui est l'espace d'accueil en fait, qui est vraiment ouvert au public, où on peut venir se poser pendant 1 heure, coworker tranquillement et puis rencontrer des gens. Et puis ensuite on a un espace événementiel qui nous permet d'accueillir jusqu'à 170 personnes assises pour organiser des meet-ups, des conférences, des événements. On a un startup week-end dans pas longtemps. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail par là. Voilà, donc là on avait une association qui est venue organiser un séminaire. Donc ils étaient simplement une dizaine et ça peut être privatisé aussi par des entreprises de la région ou même des entreprises parisiennes qui viennent aussi pour organiser des réunions ici. On passe au 2e étage? Volontiers. Allons-y. Donc c'est ici que ça se passe. Et donc là on a un espace de coworking qui est vraiment réservé aux résidents. Donc là c'est des personnes qui sont là au mois ou à l'année, sachant que la partie coworking nomade sera uniquement concentrée sur l'espace en dessous dans le café. Donc là on a des bureaux en open space avec tout ce qu'il faut pour commencer à travailler. Et puis chose très très importante, c'est qu'on a de la fibre dédiée à 1 giga. Donc ça envoie. L'escalier qui est ici va nous permettre d'accéder au 3e étage où on voit une trémie là-haut. On aura une centaine de places quand tout sera opérationnel. Donc 80 coworkers résidents et jusqu'à 20 coworkers nomades. Là, du coup, il n'y a pas l'ascenseur. Changement d'ambiance. Mais là, en fait, c'est un espace qui est aveugle. Donc on n'a pas de fenêtre, on a des puits de lumière. Et en fait, on va plus avoir des petites salles pour se réunir, des salles de créativité. On a une partie baby-foot, jeux vidéo, sieste, etc. Donc tout le meilleur et merci encore pour la visite. A bientôt Benjamin. À bientôt. Salut. Au revoir.
YouTube a publié cette semaine son premier rapport de transparence et les chiffres qui ont été publiés montrent la violence, montrent la guerre de l'attention qui a lieu sur la plateforme à chaque instant avec les vidéos partagées par des utilisateurs qui cherchent à promouvoir la haine, la violence ou de la pornographie. Ce sont 8 200 000 vidéos qui ont été supprimées de la plateforme en 3 mois. Imaginez, ça fait pratiquement une par seconde. Sur ces 8 millions de vidéos, plus de 6,5 millions ont été supprimées par l'algorithme, aidés par les 10 000 modérateurs qui ont été recrutés depuis décembre 2017. 1 100 000 ont été identifiés par ce qu'ils appellent des trusted flaggers, donc des personnes issues d'ONG ou du gouvernement qui signalent les vidéos incriminées, et 400 000 par des utilisateurs. Plus de 70% des vidéos ont été supprimées avant même d'avoir une seule vue. Donc YouTube met vraiment le paquet et a amélioré la situation par rapport à l'année dernière. À votre avis, comment ça se passe quand vous vous appelez Victoria's Secret dans un monde post-balance ton porc et post-MeToo? Pas très bien, semble-t-il. Prenez les 63% de femmes françaises, américaines, anglaises, le chiffre est le même, qui déclarent avoir été au moins harcelées une fois dans leur vie. Soustrayez les 35% de ces femmes qui ont eu une main aux fesses et multiplié par les 20% de femmes qui déclarent avoir été harcelées au travail. Et là, vous avez le contexte de cette news concernant Victoria's Secret. À votre avis, est-ce que c'est encore vraiment d'actualité que d'aller à un défilé de mannequins anorexiques portant de la lingerie en 2018 ? Selon moi, ça l'est autant que d'offrir un fer à repasser à son amoureuse. À mon avis, aujourd'hui, en 2018, vaut mieux offrir une tronçonneuse ou un fer à souder, au moins on est sûr de ne pas se tromper. Selon le Brand Index de YouGov, qui mesure ce qu'ils appellent le Buzz Score, qui est la perception positive ou négative que peuvent avoir des consommateurs-consommatrices sur une marque. Il semblerait que ce Buzz Score ait baissé de 30% sur le segment des 18-49 ans, donc 60% des ventes en fait pour la marque Victoria's Secret. Pourtant, pendant ce temps-là, de nombreuses startups semblent avoir le vent en poupe. Je pense par exemple à Endir en France, à Lively aux US ou Zivam en Inde, qui mettent en avant le côté confortable, la confiance en soi ou l'innovation, plutôt que de faire comme Victoria's Secret qui met en avant le côté soyez sexy pour votre mari. Cette semaine, il ne fallait pas manquer l'article du New York Times qui a épinglé Nike pour sa culture toxique. Alors ça commence gentiment, ça commence avec le manager qui explique à la cantonade qu'il a des préservatifs dans son sac, juste pour montrer qu'il est toujours prêt. Ça continue avec cet autre manager qui dans un mail fait référence au sein d'une de ses collaboratrices. Et puis ça s'enchaîne avec ce manager qui jette ses clés de voiture à une de ses collaboratrices en la traitant de stupid bitch. Et ça se termine avec ce dernier manager qui a tenté d'embrasser une de ses collègues dans les toilettes. Et pendant ce temps-là, la réaction des RH... Finalement, c'est un petit groupe de femmes qui a pris fourche et râteau. S'il vous plaît. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Et mené une révolte contre la misogynie ambiante en demandant à leurs collègues si 1. Elles avaient été victimes de harcèlement et 2. Si elles avaient subi de la discrimination de genre. Les résultats de cette enquête ont été menés directement sur le bureau du PDG, Mark Parker, déclenchant un certain nombre de départs, que des hommes d'ailleurs, bizarres, dont notamment le brand VP de la marque Nike. Pour le What the fuck de cette semaine, je vous propose de ne pas répondre à cette question. Est-ce que l'on peut sensibiliser les conducteurs à arrêter d'envoyer des SMS pendant qu'ils conduisent en leur proposant d'acheter des coques d'iPhone qui ont été fabriquées à partir de carrosseries issues de véhicules impliqués dans des accidents graves. C'est en tout cas ce que pense Johan Carlson de Volkswagen Suède qui a fait fabriquer 153 coques d'iPhone 8 issues des 153 accidents graves qui ont eu lieu en Suède depuis janvier 2018 où la loi anti-texto au volant est passée. Bien sûr, les ventes de ces coques, vendues 60 € quand même, iront directement à une ONG qui fait de la prévention routière. Dissuasif, je sais pas, mais de mauvais goût, certainement. Pourtant, quand j'ai fait une simulation pour en acheter sur leur site, il n'en restait plus que 3 disponibles. Donc dissuasif, je sais pas, mais en tout cas commercialement, c'est pas mal. Je suis toujours dubitatif des bouquins qui cherchent à vous expliquer les internets ou encore pire, qui veulent vous expliquer comment créer votre boîte. Parce que créer sa boîte, c'est une question de faire, c'est pas une question de lire. Et à trop lire,
on risque de devenir un consultant. Donc méfiez-vous. Maintenant, si vous ne lisez pas l'anglais, que vous souhaitez créer votre boîte start-up ou pas, je peux vous conseiller le livre « Je crée ma start-up » de Christophe Blasquez et de Samir Zamoun, qui peut être un très bon point de départ. Au fil de ces 189 pages, vous serez guidé concernant les directions à suivre, les étapes obligatoires par lesquelles passer, et il y aura même quelques liens si vous souhaitez approfondir votre lecture. Tout y passe. Trouver un associé, choisir son statut juridique ou le storytelling. Vous seront également expliquées certaines méthodes utilisées par les startups, comme le Lean Startup ou le Growth Hacking. Pour compléter cette liste, ils ont également rassemblé des témoignages de start-upers et proposé des cas pratiques. Le livre coûte 20 € et il est édité aux éditions G-Réseau. Maintenant, si vous ne cherchez pas à créer votre start-up, mais que vous souhaitez plutôt rejoindre une start-up pour y faire carrière, il y a des fous partout, je vous invite à rejoindre la campagne Kickstarter qui a été lancée par The Family pour leur ouvrage « Le livre de la jungle », issu de leur formation Lyon, qui est dispensée depuis maintenant quelques années à The Family. Avant d'aller me préparer un Morito Banane, il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'ici et jusque-là, et à vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner sur YouTube ou sur Facebook. À la semaine prochaine!